Vous êtes sur CIBL, c'est l'émission Autour du conte. Merci David Marin pour la musique. À chaque semaine, on a de plus en plus hâte que ton prochain album sorte. Bon, j'ai fait ma petite plug. Je reçois aujourd'hui un conteur, un musicien, un historien. À date, j'ai presque l'impression de parler de moi. Ah, c'est correct, je touche pas à la guitare. J'avais noté un historien, du moins un étudiant. Un vrai bosseur qui remet 100 fois sur le métier son ouvrage et je suis très bien placé pour le savoir. On va sûrement en reparler tantôt. Certainement. J'ai avec moi Mouette Ménard. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. J'aime beaucoup l'écouter, cette émission. C'est vrai, mais merci de le mentionner, de le dire. C'est un plaisir de le faire parce que on soit juste du bon monde. Oh, il y a juste du bon monde dans le compte. Ben c'est ça, c'est ce qui facilite en plus. Notre éventail est tout grand ouvert. Ouais, ça n'existe pas des méchants compteurs. Compteur et conteuse. Alors, Mouette Ménard, moi on se connaît bien, on va en parler, mais je pense que pas tout le monde sait que tu t'appelles Mouette Ménard. Alors, si on n'en parle pas, il va y avoir un pélican dans la pièce. Alors, ça nous vient d'où, ça, j'imagine un surnom? C'est un surnom, en fait, c'est un surnom qui m'avait été donné au secondaire, au cégep, puis c'est un peu cimenté comme étant mon surnom officiel au cégep. On parle aussi, je suis quelqu'un qui a eu une poussée de croissance très tardive, donc le cégep était une période où je mangeais. Mon record, ça a été 7 boîtes de Saint-Hubert en un repas. Donc le surnom s'est un peu solidifié. Le cégep a aussi été une grande période de transition où j'ai réalisé que je n'aimais pas vraiment qui j'étais et pris le lead de qui je voulais être. Oui. À 7 boîtes de Saint-Hubert, les yeux de mon metteur en ondes, Frédéric, là. Ouais. Ah, c'était magnifique. Ah, il est dans mon dos, je suis désolé. Non, mais je te le dis. J'espère qu'il a été capté par une caméra en quelque part. Non, c'était, je veux dire, je veux pas faire de la pub vraiment, là, mais quand j'allais, par exemple, au Subway, c'était 3,12 pouces, puis c'était un repas. C'était mon rythme à l'époque. Donc, le surnom est resté, puis c'est juste qu'en sortant du cégep, comme je disais, ça a été une période où j'ai vraiment pris le contrôle de qui j'étais, qui je voulais être. Fait qu'en sortant du cégep, quand le monde a recommencé à utiliser mon nom de naissance, je me reconnaissais plus dans ce nom-là. Fait que Mouette est devenu mon nom dans toutes les circonstances sociales. Et assez que j'ai su ton vrai prénom environ 1 an et demi après qu'on ait commencé à se croiser et à travailler ensemble. Tant mieux, il y a des gens qui ne le connaissent pas encore après quasiment 10 ans et ça me fait plaisir de savoir qu'il meurt progressivement ce nom. T'as remarqué que je ne l'ai pas dit. Non, j'apprécie. Alors, mon cher, beau parcours de conte. Déjà 2 spectacles à ton actif. En effet, 3e en cours. 2 spectacles toujours en collaboration avec d'autres artistes. Un solo. Un solo? Sauf moi l'année prochaine, un spectacle sur les contes de détresse est en solo. Ce sont vraiment mes contes préférés dans l'histoire. On va peut-être en reparler un peu plus tard. Ben oui. On a le spectacle qu'on a vu au Dimanche Conte le 14 avril dernier. Un honneur. Oui, c'est un plaisir. Ben, c'est là que j'ai appris à compter. Alors, c'est toujours un plaisir de monter sur cette scène-là. Et un spectacle en duo de contes et chants pirates avec Gaël Cauchy. Certains le connaissent peut-être sous son nom de drag king Léo Luxe. Oui. Et on est en train de travailler un autre spectacle dont on n'a toujours pas choisi le titre. Fait que pour l'instant, ce sont Les Cauchemars du Diable. Oh! Donc, pour ce qui est du Trésor de la Muse-Gueule, ça continue de rouler? Continue, oui. On a quelques offres en discussion, fait que je ne nommerai pas de date en public encore. Non, donc c'est un spectacle depuis 2017? 2017, la première mouture. Avec Gaël, c'est depuis 2022. Ouais. Fait que ça progresse dans une direction qu'on est très satisfait. D'ailleurs, c'est ce spectacle-là qu'on s'était un petit peu plus connu. Oui, en effet, tu as été la première mise en scène, le premier regard qu'on a été chercher, c'était, je veux pas, on fait de la musique, on fait du conte, on fait du duo, on fait de l'histoire, on fait des pirates. Je veux dire, tant qu'à aller jouer dans tes plates-bandes, aussi bien demander tes commentaires. Ben c'est sûr que c'est ça. J'ai eu un passif de pirate et d'histoire de la piraterie. Ce qui est un peu triste, considérant que moi je fais de l'histoire médiévale. Je sais pas pourquoi j'ai été faire du pirate, c'est ton domaine ça. Non, mais en même temps, c'est ça, il faut ouvrir ses horizons. Oui, complètement. Il faut aller plus loin. Ça existe des histoires, des événements qui sont passés après 1453. Ouais, de toute façon, quand on étudie en histoire, oui, c'est ça, la date, exact. Quand on étudie en histoire, de toute façon, on s'intéresse à un domaine qu'on va pousser, mais il y a tout le reste aussi qui va nous intéresser. Incroyablement riche comme domaine et justement comment connecter l'oralité avec l'histoire et surtout l'histoire de l'oralité,
C'est pas rien que je passe 40 heures semaine à faire ça. C'est ça, c'est ton dada, ça. Complètement. Donc, comment tu abordes ça, toi, là, avec tes études, avec le compte? Parce que mêler l'histoire avec un grand H, avec les petites histoires, on est quelques-uns à faire ça. En effet. Mais toi, tu t'intéresses particulièrement à ce que tu as nommé, l'histoire de l'oralité. Ouais, ben, ce que j'ai l'impression qui me démarque avec les autres conteurs historiens que moi j'ai rencontrés, peut-être qu'il y en a, c'est le fait que moi je suis devenu conteur avant de devenir historien. Donc, quand je suis arrivé en histoire, je savais un peu ce que je cherchais. Alors que, ben, dans ton parcours, on en a un peu discuté, tu es devenu historien depuis l'histoire, la carrière de conteur, mais moi, c'est vraiment l'histoire du conte que je fais et je me suis pointé en histoire dans le but de comprendre l'évolution de l'oralité, comment un conte change. En fait, ce qui m'a inspiré, ça remonte au début. Les premiers contes que j'ai faits quand j'animais dans des camps de jour, c'était des contes que j'aimais pas. C'était des contes que j'avais écoutés, que j'aimais pas, mais tu sais, il n'y avait pas grand-chose à changer pour qu'ils deviennent bons. Genre, le conte est bon, mais la chute est plate. Ou il y a des thèmes, c'est ça, comme « Ah, tel enjeu » ou « Ah, pourquoi il rit de la femme comme ça alors que la femme pourrait être complice, le personnage féminin pourrait être complice. » Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je racontais à mes jeunes comment j'aurais aimé que le conteur fasse l'histoire. Et c'est tout de suite ça qui m'a guidé vers l'histoire quand je cherchais. J'ai eu un accident de travail en 2017, fait que tant qu'à pas être capable de bouger, je passais mes journées à BANQ à éplucher le 398.2. Mais. Belle convalescence. Ah, ben écoutez, rentabilisons-la. Et ça a toujours été ça qui m'a fasciné. Le même conte raconté de 14 façons différentes. Ouais. Et qu'est-ce qui change, pourquoi il change, et par là de développer les outils de comment moi j'ai le droit de changer les histoires telles qu'elles me sont livrées. C'est quoi que j'ai le droit de faire avec. Fait qu'à un moment donné, en 2019, ça s'est imposé. Surtout, j'ai lu un livre d'une conteuse sur les lutins. Et elle parlait des lutins à travers l'histoire et je la regardais parler, je fais c'est clair qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle répète des trucs qui lui ont été informés, mais elle ne va pas chercher des sources, elle ne va pas faire un travail. On lui a dit ça et elle l'a pris comme vérité infuse. Il n'y a pas de critique à l'intérieur de ça. Encore là, on ne va pas donner de nom. Non. De toute façon, c'est un livre que j'ai lu d'une conteuse qui, si je ne me trompe pas, elle n'est plus en vie en ce moment. Mais qui ne vivait même pas sur le même continent. Là. Peu de chance que. Mais bon. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je voulais une méthodologie. Je voulais être capable d'aller chercher moi-même ces informations-là. Donc, j'étais en histoire. Et au bout du certificat, c'était clair que c'était le Moyen-Âge qui s'imposait. Je veux dire, de toute façon, toutes mes cours optionnels, je les ai faites sur le Moyen-Âge. Fait que. On peut pas tous être parfaits. Non, en effet. Il y en a qui étudient à l'UQAM, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est moi, ça. Parce que toi, tu as fait ton cours en histoire, c'était à l'Université de Montréal. Certificat à l'UQAM. J'ai fait une mineure en études médiévales officiellement à l'UQAM, mais le programme d'études médiévales est conjoint UQAM-UDM. Puis ben, j'avais déjà fait tous les cours d'histoire médiévale à l'UQAM, fait que j'ai surtout fait de l'UDM, mais je suis un enfant bâtard de deux familles différentes. Écoutez, là, il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce qui vient de se passer. Moi, j'ai étudié à l'UQAM il y a plus de 25 ans, et déjà, c'était la guerre entre les deux départements d'histoire, pour savoir qui était meilleur dans quoi. Et je travaille présentement avec des jeunes en histoire, qui étudient en histoire. Il n'y a rien qui a changé. Donc, on vient juste de reproduire nos vieux archétypes. On se fait une guerre de 100 ans d'université de clocher. Mais écoutez, la rivalité nous force à nous dépasser. Si on clame qu'on est les meilleurs, il faut qu'on le prouve ensuite. Donc, c'est un moteur et un carburant à toutes ces nouvelles découvertes. Alors, moi, je l'entretiens. Et vous avez entendu ici que Mouette Ménard est un agent double de deux universités. Ah, ben, en fait, honnêtement, j'ai beaucoup fait de pub pour l'autre université. Changer d'université, ça reste deux écoles qui ont des approches de l'histoire vraiment différentes. L'UQAM est quand même très interactif avec un rapport aux professeurs très. Je veux dire, les deux premiers A+, que j'ai eus, ça a été quand j'ai défendu en examen que le professeur avait eu tort. Et d'amener ce bagage-là à l'UDM a donné une approche quand même très riche à une école qui a une structure et un rapport aux sources différentes. Fait que là, je suis en train de pousser le monde de l'UDM pour qu'il amène ça à l'UQAM parce que mélanger les deux approches a été très riche. Aussi, ben, tous les cours avec Pollard ou Pirochka-Nagui, ça reste. Il faut faire ça si tu veux être médiéviste. Mais ben, c'est l'avantage d'être médiéviste aussi, c'est qu'on peut se permettre de faire beaucoup plus de médiéval parce qu'on ne couvre pas les autres époques. Puis l'époque est vaste. Oui, il y en a beaucoup. Puis ben, dans le cas du conte spécifiquement, c'est que c'est une période de très riche oralité. L'écrit restait un luxe, l'écrit restait rare et même l'écrit restait unique. Chaque texte est unique et le retranscripteur le transcrit comment il veut, dans ses propres mots, fait ses propres fautes, inclut ses propres biais, ses propres... Moi, mon préféré, c'est dans... je ne me rappelle même plus c'est quel texte, mais il y a une scène de suicide et un moment donné, il y a un moine qui rajoute une prière, parce que le suicide, ça veut dire aller en enfer, fait qu'il rajoute une prière dans le texte.
le traducteur s'insère, fait que je trouve que, justement, pour étudier une oralité vivante, un peu dégagée de l'idée du conte original, il existe un conte original auquel il faut se coller, ou vraiment, c'est comme, je l'ai reçu, qu'est-ce que j'en fais avec, à la fois à travers l'oralité, à la fois à travers l'écriture. Je trouve que le Moyen-Âge fait très bien ça. Et on se doute même pas à quel point il y a de textes et de contes riches, variés, et même grivois et Complètement. les fabliaux, entre autres. Les fabliaux. Moi, j'ai un petit film en ce moment, j'ai passé beaucoup de temps cet été à lire les pastourelles. Les pastourelles, ce sont des contes, mais rédigés à l'écrit, donc pas nécessairement oral, d'histoires dans les champs, donc justement dans les pâturages, pastourelles, de pauvres. Souvent, le personnage principal est une jeune femme qui rit d'un chevalier. Le chevalier arrive, il a faim, le chevalier arrive, il a peur, le chevalier arrive, il se cache, le chevalier arrive, il a envie de coucher. C'était pas si glorieux que ça, finalement, le chevalier. Là. Non. Ben, la glorification du chevalier, justement, ça, c'est une des choses qui m'inspire beaucoup dans qu'est-ce que je veux raconter aujourd'hui. L'image du chevalier arthurien, c'est l'image c'est un idéal dans une période où le chevalier est essentiellement un monstre, dans le sens qu'il peut faire ce qu'il veut, que rien ne peut en empêcher. Bien, on va créer un idéal littéraire à lequel il devrait se diriger pour qu'il respecte, dans le cas de Guenièvre, le droit de la femme de dire non, dans le cas de la camaraderie. C'est un idéal qu'ils ont créé pour que les non-idéaux, les chevaliers sur le terrain, se hissent vers ça. C'est pas pour rien que l'adjectif chevaleresque veut dire accomplir de bonnes actions et dans sans penser à soi-même. Complètement. C'est parce que c'est ça qu'on aurait aimé qu'ils fassent. C'est pas toujours ça qui est fait. Mais ça donne un bon aperçu sur ce que l'histoire et les produits narratifs peuvent apporter à l'intérieur d'une société. Et en tant que créateur de produits narratifs, ça nous inspire beaucoup. Donc, il y a aussi pour toi le conte comme matière vivante. Complètement. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que tu recherches là-dedans? J'ai parlé un peu des techniques de mutation du conte, comment le conte change. L'image que j'ai, c'est, mettons, un zoologue, quelqu'un qui étudie les tigres dans la nature. À un moment donné, il y a un individu, tu as comme 4-5 photos de l'individu pris sur une plage de 10 ans. Ça donne une idée où est-ce que le tigre il se promène, où est-ce que le tigre, comment il vieillit, c'est quoi son comportement. C'est à partir d'images comme ça. Et dans cette approche-là, tu refabriques le comportement et tu combles les trous entre les photos. Pour moi, le conte écrit, c'est la même chose. Ce sont différentes photos d'un animal vivant. Et à partir, en comparant ces images-là des différentes versions du conte, c'est là que tu réussis à voir comment le conte a changé, c'est quoi sa vie entre chacune de ces photos-là. Et après ça, maintenant que le conte est arrivé à moi, vers où je veux le diriger dans cette vie-là, mais vraiment une matière organique qui vieillit, qui meurt, qui a un cycle de vie aussi riche qu'un animal ou qu'un humain. C'est riche, justement. C'est beaucoup. Non, mais c'est magnifique, parce que c'est justement ton projet qui est de commencer à compter, après ça, aller chercher ce dont tu as besoin d'une histoire. Je trouve ça magnifique. Parce que comme je disais, moi, j'ai fait le cheminement inverse, mais j'avoue que je t'écoute parler, puis j'aurais quasiment aimé ça. Je commence ma maîtrise, mon but c'est dans un an. Alors, on va justement, je pense, dans ce sujet, en plein dedans, écouter une chanson. Peux-tu nous la présenter? Ça, c'est un petit plaisir que je me paie. Fais juste nous dire le titre, la personne, puis on en reparle après. Janus Hunspris. J'ai pas le nom du chanteur. Owen Fife. C'est parti. Ça, les micros sont fermés. Okay. Ça nous enregistre toujours. Bonjour. Salut. Fait que là, on parle de rien d'important. Parfait. Que de beau contenu, que de beau contenu. Ça déboule, mon gars. Ouais, c'est comme... OK. C'est à 14 qu'on gagne. Ouais. 14 ici. La tourne. À peu près en 6 minutes. Okay. Tu sais, c'est 4,5 et j'ai mis en 30 secondes de plus. Parfait. On l'a pris quasiment avant de la faire jouer. Ça, je me laisse toujours un peu de temps. Parfait. Je pensais que je faisais le compte avant, fait que j'étais Non, c'est ça. C'est pour ça que... Parfait. C'est pour ça que tu vas parler du compte après. J'aurais pu en prendre une plus courte, mais elle fait partie de ma playlist d'écoute. Ça va parce qu'on se donne jusqu'à ce temps-là. Au moins, on n'a pas pris la version qui dure 5 minutes 35. Mais c'est parfait.
Parce que souvent, moi, je vais avoir des chroniques ou d'autres affaires qui rentrent dans l'émission d'à peu près 4 minutes. Dans ce temps-là, on prend la toune et on la fade après 2 ou quelque chose de même. La semaine passée, justement, il y a 2 semaines, en fait, Saoui avait une chanson de 6 minutes. On a fait jouer un bout, on l'a fadé, on en parle pareil. Mais là, on a le temps en masse. Il y a d'autres émissions que j'ai des chroniques aussi. Puis, fait que là, je demande des chroniques de 5 minutes à peu près. Il faut qu'on remanie ça. Tu vas te fier à ça pour expliquer. C'est juste si jamais je voulais aller chercher différentes phrases, je voulais l'avoir à portée de main en cas que. Fait que là, ce qu'on fait sur la vidéo, là, les gens vont le savoir, mais Frédéric il dit on écoute présentement ta musique si vous voulez aller la mettre ou si vous voulez l'entendre. Fait que en bandeau en bas, il va souligner ça. Mais honnêtement, elle fait partie de ma. Je vais peut-être le dire tantôt. Elle fait partie de ma playlist d'études. Je la trouve le fun à écouter. Mais moi, je le découvre. J'ai écouté ça en préparant l'émission. Ouais. J'ai écouté ça, je me suis dit, waouh! Ça pourrait peut-être se jouer au dragon, ça. Au dragon, peut-être. Mais lundi soir, là. Un des projets, un des rêves avec Gaël, c'est de faire une. Parce que j'écris beaucoup en lien avec les personnages de Donjons et Dragons, majoritairement des bardes. Et on a une liste de 25 chansons de bardes, incluant des bardes historiques. Puis on aimerait un moment donné faire un show avec sur différents bardes. C'est clair. Notre but, c'est de la jouer sur scène. C'est sûr. En plus, là, j'ai ma vielle. C'est vrai, c'est ça que j'ai vu, Vielle à Roue. Oui. C'est la première fois que je voyais ça, là. Je t'avais montré la vidéo, mais t'étais pressé l'autre fois. Mais ça fait 3 mois que je l'ai. Tu l'as de qui, ça? Ben, Jean-Sébastien. C'est le même que Mathieu. Ben, il y en a un au Québec, là. Ça, je demandais. Mon Dieu, ça m'a pas mis de diable sans tête. Mais. Une grosse, une plus compacte? Ou... Ben, elle fait un peu plus petite que Mathieu parce qu'il fait plus la grosse. En fait, quand je l'ai appelé l'été passé, il m'a dit tu veux-tu la grosse, la petite, sinon j'ai un modèle moyen. Puis quand le projet a commencé en janvier, il me dit finalement je fais plus la grosse, la moyenne fait tout ce que la grosse faisait. Mais moi j'ai dit la plus grave possible, j'aime les basses. Fred, tu m'entends-tu? Tu m'entends pas, hein? Tu m'entendre? Juste me dire quand il restera 1 minute à la toune, 30 secondes. Il reste à peu près 50 secondes. À la toune? Ouais. Ben rien, c'est pas 4 minutes, ça. Je suis capable de parler longtemps si tu veux. Il reste 56, 55. Ok, c'est bon. C'est plus dans mes temps, ça. Hey, 19. Fait que c'est vers E25 qu'il faudrait que tu finisses. Autour de E25, il faudrait que tu finisses si tu connais pas tout. Mais je vais quand même te faire les signes. Désolé, j'ai sacré dans YouTube. Démonétarisé. Comment? Je viens de sacrer, j'avais oublié qu'on était sur YouTube. Ouais, mais ça, c'est. C'est un sac québécois, l'algorithme le comprend pas. C'est ça. Non, mais on met pas les sous-titres. Il y en a qui disent, faudrait-tu mettre les sous-titres? Parce que en québécois, les sous-titres, c'est trouvé. Ouais. L'intelligence artificielle. On dit, non, regarde, c'est une émission de radio. Écoute. T'en vas pas, Marc. Alors, maintenant, on a entendu Janus Onspries, Oui. One Five, Oui. Wayne Five. Je te laisse, en prestation comptée, nous expliquer ce qu'ils viennent de jouer dans nos oreilles. Ben, l'auteur de cette chanson est un barde que je suis persuadé que vous connaissez tous, mais si vous ne savez pas que c'est un barde. C'est un qui a déjà fait une croisade. Oui, ben en fait, il revenait de croisade, justement, le fameux Richard Cœur de Lion, qui était chanteur, musicien, compositeur, aussi pour des objectifs de représentation complètement homosexuels, mais... Et roi anglais, français. Oui, exactement, même s'il a été en Angleterre 2 fois pour un total de 5 mois, si je ne me trompe pas. Ouais. Et il ne parlait pas un mot d'anglais, justement. C'est lui qui a écrit ce texte, et peut-être que les gens à la maison ont reconnu certains mots, parce que c'est du franco-normand, écrit 1193-1194. Donc, pour les jeunes nostalgiques des années 90, là, vous êtes satisfaits. Il y a une toune de 94. Mais l'année de ma naissance, 94.
Donc, en fait, l'histoire du texte, c'est que Richard Cœur de Lion, en revenant, en allant en croisade, a essentiellement fait chier tout le monde. Et au retour de croisade, il s'est fait, il rentrait en catimini, il était vraiment déguisé, le classique avec la capine, là, Arthur dans Camelot, et il s'est fait pogner dans une taverne et il s'est fait mettre en prison et il est resté prisonnier 2 ans dans le Saint-Empire romain germanique, ce qui a donné lieu à toute l'histoire, la version moderne de l'histoire de Richard Cœur de Lion, de Robin des Bois. Ça se passe durant cette période-là. Pendant qu'il est absent Et que Jean Santerre s'empare de ses terres. Les taxes, ça, c'est un peu discutable, mais on ne rentrera pas là-dedans. Donc, Richard Cœur de Lion, prisonnier, écrit à ses seigneurs, ses barons, et leur demande de payer sa rançon, et il ne paie pas. Donc, pendant 2 ans, bon, un peu moins de 2 ans, 15 mois, Richard doit, par correspondance avec sa mère, Aliénor d'Aquitaine, qui est déjà très vieille à l'époque, organiser pour payer lui-même sa propre rançon. Et si on avait le temps de parler d'elle, ça, j'ai dit, Ah, ben, on a Aliénor d'Aquitaine, ça prend plus que 30 minutes. allez vraiment lire là-dessus, ça va. Donc, c'est ça. Donc, pendant qu'il est en prison, par correspondance, et on s'entend les correspondances, c'est par courrier, par pigeon, il organise pour payer sa propre rançon. Il s'ennuie, donc il écrit cette chanson où, essentiellement, je vais y aller en mots crus, il envoie chier tous ses seigneurs parce qu'ils n'ont pas payé. C'est ça, il se plaint parce qu'ils ne veulent pas payer la rançon. Je veux dire... C'est vraiment un hater médiéval. C'est ça, et c'est vraiment en plus, il y a un moment où il dit, moi, si vous, que ne savent mi homme et mi baron, anglois, normand, poitevin, gascon, que je n'avoie ni si pauvre compagnon que je laissasse pour avoir en prison. Là, c'est une traduction que j'ai prise sur Internet. Ils le savent bien, mes hommes et mes barons, anglais, normand, poitevin et gascon, que je n'ai nul compagnon, si pauvre soit-il, que je le laisserais payer en prison sans rien faire. Genre, vous, ma bande de insérer un sacre de 11,94, vous, ma bande de vous m'avez pas payé, mais moi, je paierais si c'était vous. Puis tout ça, il y a toute une section où est-ce qu'il nomme chacun des comtés, Caen, ceux du Perche, Angevin, Tourangeau. Puis comment vous m'avez trahi, c'est par ma faute si vous êtes riche, c'est par ma grâce que vous êtes riche et vous n'utilisez pas cette ressource pour moi. C'est très amer, très drôle. Et sur une musique que pourtant on associe aux grands bals et aux belles robes. Et pourtant, non, c'est un gars qui est en prison, qui est juste en train d'envoyer chier tout le monde qui sont à peu près 5000 km de là puis qui ne paye pas sa rançon. Donc, quand je parle de mon rapport au médiéval aussi comme source d'inspiration, c'est ça, il y a cette matière crue et pas vraiment connue dans laquelle plonger. Alors un jour, c'est sûr que je vais la faire une fois sur scène, au pire, dans toutes les circonstances. Mais je veux jouer cette chanson-là, elle me fascine, le fait que ça existe. Richard Cœur de Lion qui envoie chier tout le monde pendant qu'il est en prison, c'est si pur. C'est si pur et beau à la fois. et d'ailleurs, j'invite les auditeurs, si vous écoutez la chanson, même si vous allez sur YouTube, il y a les paroles qui sont inscrites dans des commentaires. Et ça vaut la peine de lire parce que vous allez comprendre que vous comprenez très bien le franco-normand. Non, franco-normand, oui. Ouais. Parce que y a ça, moi, avec ma petite expérience d'historien, j'avais juste une phrase que je ne comprenais pas, c'est la première. Oui, Janus sunt pris, mais il faut savoir que pris, c'est prisonnier. Donc, c'est le participe présent du verbe prendre. Donc, quelqu'un qui est pris. Je suis un pris. Donc, Janus uns, c'est aucun, un négatif. Non, c'est nous, le négatif. Uns, c'est un, déterminant. Ça fait, je suis encore en train d'apprendre comme on disait en cours d'études, mon latin, mon ancien français. Mon ancien anglais n'est pas si pire que ça maintenant. Mais mon ancien français, je suis encore en train d'apprendre. Parce que le latin, c'est un passage obligé en études médiévales? Oui, 3 cours de latin obligatoires, j'en ai fini 2. Là, j'en ai un qui commence dans 1 mois, puis dans 2 mois, puis je réalise que j'ai pas révisé depuis mes passés. Non, mais tu étais en train de réviser. Là, oui, mais ça, c'est du français, c'est du roman, je crois, à part à l'époque. Mais la classification des langues, c'est un sujet que je laisse aux philologues. Je suis un historien. À chacun son département. Ouais. Mais on se fera des petites visites. On dépend tellement l'un de l'autre. C'est ça qui est fascinant dans l'histoire, le travail d'équipe. Comment tout le monde s'aide pour pousser des recherches et la quantité d'historiens qui ont embarqué. Quand je fais du compte historique, là, hey, voilà des ressources, voilà des choses. Oui, parce que quand tu as présenté ton spectacle, on a discuté un petit peu de ça en avril dernier au Dimanche du Compte, mais tu es allé voir des gens pour... Parce que il faut l'expliquer là, que Sauve et moi, l'année prochaine, tu allais piger tu mangeais à plusieurs ateliers,
un conte scandinave, un J'ai, conte en vers? Oui. Le seul alexandrin, c'est un petit billet personnel. J'ai juste toujours eu un plaisir. En fait, je trouve ça plus facile d'écrire en alexandrin qu'en prose. Fait que je trouve que ça m'aide à structurer mes idées. Mais oui, ben, c'est ça, c'est une professeure. J'avais rencontré le texte de Havamal, qui est essentiellement un code d'éthique viking qui aurait été dit par Odin lui-même. Et là-dedans, il y a un personnage de Lotfafnir dont on ne sait absolument rien. Donc, j'ai décidé d'écrire l'histoire de Lotfafnir qui se fait donner le Havamal. Et je situe l'histoire en 803. Et donc avec une professeure, on s'est arrangé pour qu'absolument tout soit fidèle à la réalité de 803, aux saisons, à la province où ça se passe dans la Logaland, la province au nord de la Norvège. Donc vraiment créer cette cohérence historique pour vraiment mettre en valeur dans quel contexte le Havamal était raconté. L'histoire est complètement fictive, elle est de moi, mais toutes les phrases qu'Odin dit sont tirées d'un texte prétendument attribué à Odin selon les Vikings. Quand je vous disais que c'était un bosseur et un travailleur, il a situé son compte en 803, puis il s'est arrangé pour que tout soit parfaitement historiquement plausible. Oui. Ben, ça fait la meilleure intro possible. Ben, c'est Norvège, 803, province du Halogaland. Venez me dire que vous n'êtes pas hook. Là. C'est comme si c'était hier, qu'on était à ton spectacle et non pas en 803. Il y a des choses pour toi qui s'en viennent, Oui. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Tes actualités qui s'en viennent. Ben, vendredi prochain, 25 octobre, je participe. C'est un projet étudiant à Montmorency. C'est les finissants en tourisme qui font leur stage et qui ont décidé de faire ça en l'honneur du folklore. Alors, je vais participer à 30 minutes des contes d'Halloween. Sinon, novembre, on passe en création parce que 19 décembre prochain, c'est la première de notre nouveau spectacle avec Gaël Cauchy, contes et chants musicaux, contes et chants sur la thématique du diable. Ça va être en première partie des Fils du diable à la salle des Îlets. Alors, merci beaucoup, Mouette Ménard. On se Merci rejoint la semaine prochaine à l'émission Autour du conte. Et si vous êtes dans le coin de Sherbrooke ou de l'Estrie, les jours sont comptés, il y a présentement lieu, à Lévis, on a le festival Joe Violon. Et nous, on se retrouve au dimanche du conte tout à l'heure, à 19h30. Dites le mot Cali à l'entrée. Si vous dites Cali, vous aurez droit à un billet gratuit parce que je suis complètement généreux.